Les mille et une nuits de nos apocalypses managériales, désirer le futur dans le vide et l'incomplétude, cinquième leçon inaugurale du cours TTN, année 2022. Dans un ouvrage récent intitulé Apocalypse managériale, j'ai proposé une réflexion conjointe sur l'histoire du management et une philosophie de l'histoire du management. La thèse défendue était la suivante. Depuis la Seconde Guerre mondiale, notre management global est un vaste processus institutionnel, incomplétant et finissant le monde toujours davantage. Dominant dans nos sociétés dites capitalistes, le management constitue matériellement, narrativement et temporellement une forme d'activité au service d'une production de valeur toujours plus distribuée et inachevée. Dans mon livre, j'évoque le processus à l'œuvre dans le conte Les Mille et une nuits. Afin de ne pas être tué par le sultan, Scheherazade enchaîne à l'infini des histoires s'ouvrant l'une vers l'autre et formant une étrange série de couloirs narratifs enchâssés. Chaque nuit du récit mobilise des personnages mis en miroir, spéculant les uns sur les autres. L'incomplétude d'un conte brutalement interrompu ouvre sur la complétude provisoire et rapidement questionnée du conte suivant. Ce qui est dévoilé n'est pas un contenu, par exemple un scénario sur le futur, mais paradoxalement un vide appelant le futur, un management par l'inachèvement. Dans ce mouvement, l'apocalypse est un processus avant d'être un contenu. On retrouve aujourd'hui ce phénomène dans de nombreuses séries télévisées. Le scénariste interrompt un épisode sur un moment intense, une révélation amenant une rupture imminente dans l'intrigue. L'histoire s'immobilise là, sur cette crête. Par coupe, le metteur en scène incomplète un récit dont la fluidité tiendrait précisément à ces événements narratifs s'ils n'étaient pas redéployés comme des bornes. Subtilement, le processus des mille et une nuits est bien à l'œuvre dans tous les produits, les services et les modes de management. Une entreprise pérenne enchaîne souvent son processus d'innovation dans cette durée sans cesse régénérée par l'incomplétude. Elle gère autant par les vides que par les pleins. One more thing, me disait Steve Jobs en parfait Scheherazade, sous-entendant déjà dans cette habitude la prochaine grande messe de présentation de la nouvelle version de son produit, ou mieux encore, le passage à un nouveau type de produit phare. Les mille et une nuits n'ont ainsi pas peur du dépareillement narratif dans leur incomplétude, et l'événement plus ou moins long de leur incomplétude se fonde le renouvellement, l'imminence d'un monde nouveau. Le cas des bugs et des failles de sécurité des logiciels est typique. Ces problèmes sont souvent connus des éditeurs au terme de leur phase de prototypage et de test. Mais ils seraient trop coûteux à tous réparer et mettraient trop en cause le potentiel apocalyptique du produit. Le processus désirant a besoin de ces incomplétudes pour s'auto-générer. On corrige donc souvent les défauts dont l'occurrence est la plus probable et les causes les plus dommageables. Dans tous les cas, la suite n'est pas le désiré d'un sujet vers un objet. Tout le processus narratif porté par Scheherazade est désirable, désiré et désirant. Le sultan, comme les lecteurs et les lectrices, sont l'événement de ce récit et des images du conte, porteurs de leur propre puissance affective. En dehors de la narration, ils ne sont rien ou rien de supportable. Ils sont seulement de l'attente, de l'ennui, de l'angoisse, des désirs sans objet. Finalement, chacun et chacune est performé comme le sultan du récit. Depuis le milieu du XXe siècle, les processus du management sont désormais largement sur les mêmes lignes. Ils incomplètent pour ouvrir les espaces commodifiables de demain. Ils constituent et reconstituent en permanence des ensembles recouvrant toute la surface de nos expériences. Mon propos n'a rien de métaphorique. Avec mon livre, j'explore un processus réel. Dans sa généalogie, je me suis concentré sur un point de rupture majeur,
un événement largement reconfigurant des pratiques, des acteurs et des techniques de l'activité collective, ainsi que de ses valorisations. La Seconde Guerre mondiale et sa mobilisation industrielle. Considérée sur une durée enveloppant le début du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale et les 2 premières décennies de la guerre froide, le grand moment historique au cœur du livre incarne une métamorphose profonde. Le glissement du management scientifique au management digital, le passage d'un management calculé à un management de plus en plus instrumenté et infrastructuré. Avant la Seconde Guerre mondiale, le management est surtout scientifique. L'opérationnel est indissociable d'un stratégique pas encore formé, essentiellement administration. Surtout, ce management traverse une grave crise de légitimité et même de l'égalité pour certains secteurs. Interdit dans les Navy Yards à la fin des années 20, le management est contesté, critiqué et moqué. Les temps modernes avec Chaplin sont l'occasion de montrer l'absurdité du travail à la chaîne, des gestes parcellisés à l'extrême, de la quête infinie de productivité sur un processus unique et bien linéaire. Ce management ne parvient pas à sortir les États-Unis de l'ornière de la crise de 1929. En 1937, le chômage repart même à la hausse. Les business schools, dont le prestige est alors loin de celui des années post-guerre, et les réseaux du management, notamment la Taylor Society, l'American Management Association et l'Academy of Management, sont à la recherche d'un nouveau souffle. Tout le management américain est à la recherche d'un recommencement. Avec la Seconde Guerre mondiale, le phénomène managérial, désormais digital, n'est plus questionné. Dans le dur de la mobilisation industrielle, avec les nombreux morts et blessés au travail dans les usines, une activité collective reconfigurée prend le pas aux États-Unis et dans le reste du monde. Désormais, il est difficile de parler d'un management légitime ou légitimé. Pris dans des infrastructures de normes et de techniques digitales aussi gigantesques que sous-jacentes, évident de patriotisme américain et d'utilité, tellement omniprésent qu'il n'a plus de présence spécifique et localisée, le management peut connaître des délégitimations, sans connaître pour autant des moments de légitimation. Il n'a pas à acquérir d'autorité, puisqu'il coule continuellement le long des infrastructures digitales. Des infrastructures de plus en plus invisibles, miniaturisées, au plus près des corps, et même fondues dans des pratiques. Dans ce moment de la Seconde Guerre mondiale, une rencontre s'est produite dans un sens deleuzien. Un ensemble d'événements ont fait les rencontrées du management et de ses instrumentalités digitales. Les managers doivent coordonner, animer, planifier à une échelle inédite. Il faut à la fois produire pour une méga-nation et ses nombreux alliés sur une très courte échelle de temps, à la fois en fabriquant massivement et en innovant par à-coups avec des projets stratégiques, notamment les fameux projets Manhattan et Overlord. Mais il faut aussi jouer dans un espace de règles plus relâchées et ouvertes. Un moment de mobilisation industrielle est toujours un moment de suspension des règles concurrentielles, tant pour la production de masse que pour les projets innovants. Tous les événements de coordination, de collaboration, d'improvisation à l'œuvre dans cette quête vers la victoire vont installer un management digitalisé. Afin de conserver son dynamisme et de maintenir ses flux et son énergie, ce management digital doit s'incompléter dans le mouvement même où il se complète. Il doit se finir en permanence. Les budgets, les objectifs, les projets finissent le monde. De son côté, l'événement matériel des produits suit de plus en plus une logique d'obsolescence programmée, actée en fait dès les années 20 dans plusieurs secteurs. La matière même de l'histoire doit se dégrader sur un temps court, raisonnablement court, pour nourrir le marché. In fine, les logiques mises en place par la mobilisation industrielle américaine et ses suites vont largement s'accommoder de cette orientation, de cette équilibration alors très cybernétique. Plus subtilement encore,
et parfois sous le coup de mauvaises interprétations du pragmatisme américain, le monde du management se fait problématisation. Toute la surface de nos expériences se couvre progressivement de problèmes résolus ou en attente de résolution pour le bénéfice même des processus de communalisation de la société américaine. On oublie la nécessité d'une ouverture des processus. Une ouverture pourtant bien soulignée par les pragmatistes eux-mêmes. Moins mystérieux, trop tiré par des utopies d'experts, toujours moins rempli de signes dont les différences seraient productives, le monde s'incomplète également dans tous les sens. L'horizon des problèmes ne cesse d'exploser, nourri par les techniques et les solutions même du management. Les processus managériaux deviennent un vaste événement incomplétant le monde. Sa temporalité infinie suppose une spatialité également infinie, celle de notre planète. Une planète de plus en plus américaine, pour reprendre le mot de Latour. L'événement américain, l'ensemble des actes fondateurs de la nation américaine et leur devenir connaissent une traduction décisive. La modernité s'équipe enfin, elle s'instrumente. L'horizon américain, la profondeur insondable du sol des États-Unis, lui donne un souffle inédit. Comme je l'explique dans mon livre « Le management », notre management est largement américain. Les occurrences de ce mot explosent avec et après la Seconde Guerre mondiale, en anglais, mais également dans bien d'autres langues, au contexte linguistique. Les cabinets de conseil, les business schools, les grands réseaux du management américain tels qu'on les connaît aujourd'hui sont indissociables du grand moment historique et de l'événement américain. Apocalyptique, ils révèlent et dévoilent les problèmes et les solutions de notre monde selon ses temporalités américaines, sur l'horizon d'un monde toujours nouveau. Cette idée est proche de celle de Walter Benjamin, évoquant un capitalisme comme religion. Benjamin voit dans les processus capitalistiques bien plus que de l'économique. Le capitalisme suppose, selon lui, un culte, une durée couvrant toutes les temporalités de la vie sociale, et surtout une société schuldisch, c'est-à-dire coupable ou endettée. Il insiste sur le lien entre le capitalisme et l'angoisse, auparavant prise en charge par les religions, point pouvant être relié à mon propos sur l'attente, l'ennui et l'angoisse, toujours effacés temporairement par le mouvement apocalyptique. Le futur est désormais pris en charge par une oligarchie. L'argument d'apocalypse managériale diffère cependant de la thèse de Benjamin par le processus historique analysé, cette managérialisation américaine au cœur du processus apocalyptique, ainsi que le processus matériel lié au digital. Un processus transformant la temporalité du management en éternelle futurité à reconquérir. Par ailleurs, avec James Burnham, je ne pense pas que le vocabulaire de capitalisme, comme système ou structure, soit désormais adapté pour qualifier le type de processus et de régime d'historicité ou d'événementialité caractérisant notre monde post-digital. On est entré dans une société directoriale. Les managers dominent les prolétaires et les propriétaires. Ils voient leurs titres se professionnaliser grâce aux business schools et au réseau du management. Les modalités de constitution de leurs mandats managériaux sont de plus en plus institutionnalisées globalement. Les techniques de management deviennent spécifiques et articulées avec des normes et des standards globaux de plus en plus difficiles à dissocier du digital lui-même. Au-delà de l'instrumentation managériale, les infrastructures du digital, indissociables depuis les années 40 et 50 du management et de ses modes de création de valeur, amplifient ainsi le phénomène. Elles lui donnent un espace-temps simultané, synchronique et global. Le digital se fait sémiosis digitale pour toute la planète. En tant que processus, le management digital est à la fois flux, dont il faut maintenir les continuités dans des espaces globaux, projet innovant, nécessaire à l'incomplétion,
et instrumentation digitale. Les techniques se lient et se digitalisent. Il nourrit matériellement par ses images, notamment sonores et visuelles, narrativement et temporellement les événements du monde. Dans son mouvement de dévoilement et de révélation, il va toujours vers l'avant. Il fait du futur son territoire, un territoire empiétant le présent et reconfigurant le passé. Ces acteurs sont des prophètes, nourris par les informations et les micro-prophéties du moment de révélation de tous les gestes dévoilants de notre planète, de toutes ces mains glissant sur les écrans de leur smartphone, de tous ces moments où l'on prend la pause, de tous ces textes, de toutes ces courtes vidéos, de toutes ces images où l'on s'expose et l'on divulgue l'envie et l'humeur de l'instant. Dans cette leçon, j'aimerais me concentrer sur un thème très deleuzien, celui du désir. L'histoire des Mille et une nuits est aussi et surtout une histoire de désir. Pas un désir exercé par un seul être dominant à partir de sa subjectivité bien définie, bien contenue, pas non plus celui d'un centre organisant le récit et l'événement des images. Plutôt un désir décentré, flou, appelant un futur, appelant du futur. Un événement indissociable du fantasme, pour reprendre le terme de Foucault sur la philosophie de Deleuze. Je vais m'appuyer sur deux philosophes afin de pousser le plus loin possible cette thèse, Gilles Deleuze et Walter Benjamin. Si l'on commence par le cas des réseaux sociaux, le phénomène est évident. De plus en plus, on se raconte, et on se la raconte, irrésistiblement. Chacun prend la pause, met en avant des pépites toujours plus personnelles. Le lieu des vacances, une tranche de vie, les événements du travail, le plat coloré du restaurant, l'indignation du moment, tout est partagé. Comme le dit Guy Debord, tout devient spectacle et spectacle de soi. Chacun produit une interminable autonarration entremêlée avec celle des amis et des cercles plus larges, allant jusqu'au public tout entier constitué par les réseaux sociaux. Dans le même mouvement saccadé, chacun donne une infinité d'informations indirectes sur sa localisation, ses centres d'intérêt, ses achats, le contenu du moment en cours et même son humeur. Chacun suspend un mouvement et une suite dans ses pauses. Chacun met entre parenthèses le moment en cours et ouvre vers sa vidéo, son post, son tweet suivant, ou toutes les énonciations digitales des autres contenues sur le même écran. Dans cette direction, le flux attentionnel ne cesse de se fragmenter. Il fissure une infinité de micro-espaces où le management peut laisser couler ses valeurs. Le capitalisme se fait de plus en plus indécent, ostentatoire, et même voyeuriste et exhibitionniste par bien des aspects. Chacun se dévoile et se révèle en allant toujours plus loin. Tous et toutes se livrent de façon spectaculaire. Mais cela n'est pas vraiment le fait du désir d'individus préexistant les réseaux sociaux. Le réseau social tout entier désire. Une puissante machine désirante pousse toujours plus loin la révélation de premier niveau, ce que chacun et chacune dévoile de lui-même, et de deuxième niveau, big data et le data mining produit par les réseaux sociaux pour eux-mêmes et pour leurs clients. L'infrastructure se met à nu et met à nu. Les techniques digitales se miniaturisent, s'approchent des corps et des gestes, se dévoilent de façon radicale jusqu'à l'invisibilité. Tout l'événement du management digital n'est plus que fantasme et désir infini de révéler et se révéler. L'intelligence artificielle associe ce processus à ces apprentissages parfois puissants, toujours inquisiteurs et explicatifs du monde et de son lendemain. Tout le nouveau du monde, tout le renouvellement des expériences se trouve alors voilé par cette anti-métaphysique. Le jeu est triomphant, mais il s'agit finalement d'un jeu totalement préassigné, bien à sa place, performé par les apocalypses managériales. Celles-ci sont totalement rhizomiques, sans tronc ni racine, prises dans les lignes de dévoilement multiples et simultanées, toutes entremêlées.
Le « je » navigue dans les révélations de chacun, des boucles de réseau plus denses et plus intenses, et des dévoilements de l'infrastructure. Ce flux est métaphysiquement sans subjectivation et sans légitimation. Le monde du management digital n'a pas, ou pas encore, d'expression phénoménologique. Si l'on est immédiatement dans le monde phénoménologiquement, le digital est désormais ce monde immédiat, un monde sans besoin de se légitimer. Il y a quelques années, j'étais ainsi étonné de voir mon fils toucher sans hésiter le digital, habiter ce monde sans la durée d'un apprentissage ou d'une question. Profondément anthropomorphisé, intuitif, au plus près du corps et des gestes, la digitalité n'a pas à montrer son adéquation à des règles. Elle n'a pas à s'apprendre. Elle n'a pas non plus à faire preuve pragmatiquement de son utilité. Elles se font immédiatement dans l'expérience. Les doigts glissent sur la tablette et dévoilent le monde tout en dévoilant les soins multiples de l'enfant comme de l'adulte. Parallèlement, toute cette expérience digitale est managée et valorisée ou valorisable par des acteurs multiples. Chacun dit aujourd'hui son actualité et sa nouveauté dans l'instant. Ces nouveautés préfigurent un avenir déjà présent dans la masse, un morceau de futur déjà conquis dans les données du passé et les jaillissements du présent, tous deux entremêlés pour produire créativement le tableau plus large du flux du futur continuellement reproduit par les infrastructures digitales et leurs experts en tout genre. Le désir lui-même est un flux continu et créatif. Il se renouvelle, il investit le monde, il n'a pas vraiment d'objet. On ne désire pas quelque chose de précis. Comme le dit très bien Deleuze, on désire toujours un ensemble, un flux de signes s'interpellant, se différenciant. Le logiciel ou le vêtement désiré renvoie à des gestes, des styles, des graphismes, des personnalités et bien d'autres choses, tout en conversation et en différentialité. Dans un monde d'îles, où les conversations ne se font pas, dans un monde sans ensemble, il n'y a pas de désir. Pour Deleuze et Guattari, je cite, « Je désire toujours dans un ensemble ». Et, je cite, « Le désir coule toujours dans un agencement ». Le désir est nécessairement dans cette ouverture, dans ce flux, dans cette vie. Avec les apocalypses managériales, dans les apocalypses managériales, il est bien sûr vie, mais vie détournée, car adossée à un autre vivant, exploité, consommé, aplati à l'extrême, notre planète. Par ailleurs, les agencements managériaux mettent en conversation les ensembles comme des événements passés, présents et futurs, ou des contenants d'événements passés, présents et futurs. Ils n'impliquent pas seulement le costume, son style, le paysage déroulé, mais les costumes passés, présents et futurs au cœur de l'apocalypse. Le style passé, présent et futur, et le paysage passé, présent et futur, ainsi que leurs énonciations. L'ensemble met également en conversation ces énonciations passées, présentes et futures, toutes désormais enracinées dans une futurité. La différence travaillée de plus en plus subtilement par le management est dans cette interévénementialité. L'autre et l'émeute font bien sûr partie des ensembles. Le désir coule et traverse toujours la multitude et la multitude avant tout. Et toute préhension d'ensemble, ce nexus de signes et de leurs différences, préhende le plus souvent d'autres ensembles entremêlés et seulement dissociés par l'agencement managérial lui-même. Ils peuvent être très ouverts et indiscernables dans une première expérience peu managérialisée. In fine, les techniques de management ne sont rien d'autre que des modes de délimitation d'ensemble mis au service de la construction d'une valeur stratégique marchande ou non marchande. Les techniques de management brisent l'ouverture habituelle de l'expérience pour faire couler le désir vers un espace-temps valorisé. Ce processus désirant n'est pas un contrôle ou une surveillance. Avec le management digital, il n'y a plus vraiment de surveillance. Il n'y a pas de surveillant et de surveillé, même alterné ou performé. Il n'y a pas non plus d'effet panoptique, voire notamment la visibilisation asymétrique décrite spatialement par Jérémy Bentham, ou confère
également les travaux de Michel Foucault ou de Shoshana Zuboff. Il y a simplement un puissant processus autodésirant pouvant aliéner profondément les individus performé par l'agencement. Et c'est bien assez pour constituer une nouvelle forme de valeur stratégique, indissociable du régime d'historicité d'un point de vue phénoménologique ou d'événementialité, plus métaphysiquement, post-digitaux, décrits dans mon livre. Les théories de la valeur ont une histoire très longue en économie politique et en philosophie. Les valeurs d'usage et d'échange, puis les formes de valeurs stratégiques théorisées dans le champ du management stratégique, nécessitent cependant d'être revues à l'aune des processus apocalyptiques du management digital. La plupart des théories de la valeur supposent un tiers et un point de vue intégrant le valorisé. Elles sont du plein plutôt que du vide. Des acteurs font un effort de production, plus ou moins innovant, et d'autres acteurs distribuent et achètent les biens et les services de façon asymétrique ou symétrique. Le bien ou le service sont plus ou moins désirés sur un marché, ou alors ils ont une valeur d'usage répondant elle aussi à des désirs fondant l'attente et le jugement de valeur. Mais dans notre monde digital, puis post-digital, la valeur n'est plus un désiré, elle est un désirant, un immense processus de désir indissociablement producteur de contenu, générateur de consommation et installant de multiples affects au sein d'une économie. Il n'y a plus d'acteurs simultanément consommateurs et ou producteurs, mais des lots de temporalité, des activités distribuées dans le temps et dans l'espace, consommant in fine le monde lui-même. Si la valeur est habituellement une cible atteinte à un moment ou à un autre, dans le cadre du management digital, toute la valeur et le désirant habitent le futur seul et en tant que tel. Ils ne sont finalement qu'anticipation, imagination, matérialité de prospective et d'attente, options plus ou moins riches en fonction des inégalités à l'œuvre dans le présent. La temporalité des valeurs apocalyptiques est tout entière placée dans les événements du futur et la futurité. Dans une logique stratégique de plus en plus apocalyptique, il n'y a plus de stratège ou de nœud stratégique, et il n'y a que des processus stratégiques très ouverts, puissamment désirants, liés au projet, aux points de concentration à l'œuvre sur les plateformes, à des publics plus déterritorialisés que jamais. Les valeurs stratégiques n'ont plus d'ancrage. Elles ne peuvent d'ailleurs que très difficilement s'ancrer. Elles ne sont pas véritablement coproduites, ce qui supposerait des co-créateurs identifiables ou tentés. Les valeurs stratégiques sont dans la fluidité et le mouvement même du processus désirant, sa capacité inégalement distribuée à explorer des futurs, poser des options et éviter les grumeaux dans le présent. Le métaverse est peut-être une prophétie allant pleinement dans cette direction. Alors que dire en conclusion? Lors des présentations de l'ouvrage Apocalypse managériale, on m'a souvent questionné sur le choix du singulier pour un phénomène empruntant de façon évidente à la multiplicité. Dans mes réponses, j'ai évoqué la volonté de mettre en avant un concept. J'ai surtout développé le choix d'une très paradoxale réduction en harmonie avec la philosophie enveloppée dans le moment historique étudié, la phénoménologie. Que peut signifier une apocalypse managériale seule, pensée, ressentie comme une manifestation unique? Comment est-on alors soi-même manifesté par cette expérience? Comme pour toute réduction, l'exercice réductif touche immédiatement à l'ouverture du monde et à celle de toute phénoménologie. Ce révéler, ce dévoilement ne prend son sens qu'au sein d'un ensemble. D'autres narrations, passées, présentes et futures, d'autres subjectivations. Il suppose une double relationnalité, celle du lien entre le vide créé par le moment d'interruption, de suspension, de la narration, et le futur dévoilé, on annonce le futur, et celle du lien entre le complété proposé et le futur enfin dévoilé, on énonce un futur précis.
Nos agencements managériaux rendent bien sûr simultanés ces deux mouvements. L'événement ouvre le présent et le renouvelle dans le même temps. Cet événement incomplétant est indissociable d'un régime plus large d'événementialité. Les liens entre ouverture et énonciation, entre événements passés, présents et futurs à l'œuvre dans les apocalypses managériales, sont spécifiques à chaque époque et ses modes d'existence du présent. Mon titre au singulier est ainsi une impossibilité, voire une absurdité, fertile pour le concept lui-même d'apocalypse managériale, cette multiplicité à l'œuvre dans les agencements du management digital. Et ces apocalypses n'ont de sens que de façon désirée, prise dans le flux du vivant, en entrant en diffraction avec lui, en le voilant également, souvent au détriment de la profondeur phénoménologique de l'expérience, en l'étirant parfois à l'extrême, au risque d'abîmer ou de réduire les plis de l'expérience métaphysique du monde, d'en effacer les trous des voisinages étranges. À chacun donc de développer ensemble une éthique de soi, de faire ce travail de soi sur soi évoqué dans ma leçon précédente. À nous de nous engager avec volonté et courage dans cet agonisme entre l'actualité de nos multiples soi et le présent, de cultiver des actualités engagées, joueuses, expérimentales, généreuses, afin de réouvrir notre temps. Bien sûr, les apocalypses managériales pourront garder leur place et leur direction vers des progrès. Elles restent un bien possible dans lequel je crois, dans la mesure où précisément une éthique de soi la réduit à une simple possibilité, parfois bénéfique, et une communalité. Sur ce chemin, il sera possible de réinventer le management digital de l'intérieur. Peut-être pourra-t-on alors réexprimer un événement américain davantage tourné vers les communs, un commun par l'écart, un commun de différence, un commun politique, écologique, sociétal et managérial, ne réduisant plus la profondeur des expériences à des bornes sans résonance. À quand un management vivant ?